Ukraine. A stunning retreat by Russia, humiliating losses on the battlefields of Kharkiv. Frankly, it's a sign that they're struggling badly on the Russian side. Au Grand Palais du Kremlin, en pleine crise. Russian losses are beginning to spark criticism of the Russian leaders. Tous les responsables russes sont là. Ils savent que la guerre en Ukraine est en train de mal tourner. Et que leur chef affronte un moment critique. Président Российской Fédération, Vladimir Vladimirovich Poutine. Vladimir Poutine expose clairement quelles sont ses intentions et qui est vraiment l'ennemi. Les Occidentaux répètent depuis des siècles qu'ils œuvrent pour apporter la liberté et la démocratie aux autres peuples. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Vladimir Poutine a besoin d'arguments pour justifier les sacrifices qu'il demande aux Russes de faire pour lui. Il change la perspective, il en fait un enjeu plus global, en les inscrivant dans le cadre d'un affrontement, au choix avec les États-Unis, avec l'Occident ou avec l'OTAN. Les États-Unis imposent leurs règles avec brutalité. C'est la loi du plus fort. Je pense que c'est un moment très dangereux pour l'Ukraine, très dangereux pour la Russie, car il est très difficile de savoir quel chemin elle va choisir. C'est un moment très dangereux. C'est un moment dramatique. Poutine ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est en guerre avec les États-Unis et l'Occident. C'est une guerre qu'il mène depuis des années, affrontant 5 présidents américains. Aujourd'hui, la Russie et les États-Unis sont au bord du gouffre. Tout a commencé au plus fort de la guerre froide. There is such change taking place in the communist world. We must take actions to assist the campaign for democracy. Sous la présidence de Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall. À l'époque, Vladimir Poutine est un jeune officier du KGB en poste en Allemagne, formé à combattre l'Amérique. Ce n'était pas un politique. Il n'était en réalité qu'un agent du KGB. Donc, on lui a toujours appris à se méfier de l'Occident, à partir du principe que c'était l'ennemi, ou qu'à minima, il fallait toujours se méfier des Occidentaux. Pour le lieutenant-colonel Poutine, l'effondrement de l'Union soviétique provoqué par un président américain est un moment dramatique. Il faut s'imaginer ce qu'il se passe dans la tête de ce jeune officier du KGB. Votre pays disparaît, et dans ce processus de disparition, vous êtes en première ligne. Le Parti communiste va perdre sa raison d'être. C'est dévastateur. Et je suis convaincue que cela a laissé des traces profondes. As we celebrate Christmas, this day of peace and hope, l'humiliation par les États-Unis culmine lorsque George Bush, le nouveau président américain, proclame comme une victoire la fin de l'ère soviétique. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. It's a victory for the moral force of our values. Vladimir Poutine ne voit que du cynisme dans les déclarations américaines sur les droits humains, la démocratie, la liberté. Une façon de couvrir leur véritable but expansionniste, leur projet de domination sur le monde. Vladimir Vladimirovich Putin. In Moscow today, an unprecedented peaceful passing of power. En accédant à la présidence, Vladimir Poutine est déterminé à restaurer l'Empire russe et sa puissance. Russians are looking for a strong hand to lead the country. Vladimir Putin, it appears, is their man. He came to see
Il est arrivé là comme s'il avait été choisi pour rendre sa grandeur à la Russie. Comme une forme d'ordination, une mission. Et si c'est votre mission, il y a peu de limites aux moyens que vous vous donnez pour atteindre votre but. Le nouveau président Poutine exprime sa rancœur envers les États-Unis dès sa première rencontre avec Bill Clinton. Le président Clinton voulait le sentir. Il voulait le voir au Kremlin dans son rôle de président. Poutine se méfie du président américain qui s'est fait le champion de la libéralisation et de la démocratie en Russie. L'attitude de Poutine est très éloquente. Il veut vous montrer que c'est lui le dominant dans la pièce. Il étend ses jambes, il s'enfonce dans sa chaise, il pose un regard un peu dédaigneux sur les gens qui sont présents. Lors de cette première rencontre, Poutine est resté de marbre. Clinton s'est senti insulté et conduit. Poutine ne voulait rien avoir à faire avec lui. Ce même jour, Clinton reçoit un meilleur accueil de la part du mentor de Poutine, l'ancien président Boris Eltsine, à qui il ne cache pas ses réserves concernant le nouveau maître du Kremlin. Bill Clinton a regardé Eltsine droit dans les yeux et lui a dit « Je suis un peu inquiet au sujet de ce jeune homme que tu as choisi pour te succéder. Il ne porte pas la démocratie dans son cœur. » Puis il s'est penché vers lui et a pointé son doigt sur son cœur. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage d'Eltsine. Je pense que cela l'a vraiment secoué. Mais lors de la conférence de presse, Clinton se montre plus prudent, ne révélant rien de ses inquiétudes au sujet de Poutine. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je pense que cet homme est tout à fait capable de construire une Russie à la fois forte et prospère, dans le respect de la liberté, du pluralisme et du droit. C'est un très grand défi, mais je le crois tout à fait capable de le relever. Mais très vite, les craintes de Clinton à propos de Poutine se révèlent fondées. Dès le début, vous savez que Poutine ne partage pas les valeurs occidentales. Il démonte petit à petit les rouages déjà très fragiles de la démocratie et remet en place le contrôle du Kremlin. Il ne veut pas s'occidentaliser. Ce n'est pas un démocrate. L'homme que nous avons vu était un autocrate russe à l'ancienne et nous aurions dû le sentir dès le début. Le début d'une nouvelle présidence aux États-Unis, dont le vainqueur pense d'abord pouvoir s'entendre avec Poutine. Il me tarde de travailler avec M. Poutine et de lui expliquer ma vision de l'après-guerre froide. Je vais le regarder droit dans les yeux et lui dire « Vous n'êtes plus l'ennemi et nous ne sommes pas vos ennemis. Nous pouvons travailler ensemble. Nous venons en paix. » Je vais lui redire que nous avons hâte de travailler ensemble avec la Russie. Poutine s'est dit que le président Bush pouvait être un partenaire de business. Il cherchait de nouvelles alliances, quelqu'un avec qui redéfinir le système international. Ni les manœuvres de Poutine pour consolider son pouvoir, ni son passé d'agent du KGB ne dissuadent l'équipe Bush. Cela ne me gênait pas que Poutine soit un ancien du KGB. Au KGB, on vous apprend à penser par vous-même. Nous y avons donc vu une opportunité. Personne n'a regardé ça comme le monde des bisounours. Mais nous nous sommes dit qu'il y avait un coup stratégique à jouer et des opportunités à saisir.
Les deux présidents ont une première occasion de se jauger lors d'un sommet en Slovénie, un ancien pays communiste. Je n'ai aucun doute sur le fait que Vladimir Poutine avait un dossier très épais sur le président Bush et qu'il a cherché à y trouver ses faiblesses à travers ses traits de caractère. Poutine s'adresse au très chrétien George Bush. Poutine a raconté au président Bush l'histoire de l'incendie de sa datcha et de cette médaille qui appartenait à sa mère, qui avait été perdue, qu'il pensait disparue à jamais. Et puis un pompier est venu vers lui, la ramenant, telle une relique. Une histoire émouvante qui n'a pas été sans effet sur le président Bush. Une question pour le président Bush. Les Américains peuvent-ils avoir confiance en cet homme? Je vais répondre à cette question. J'ai regardé cet homme dans les yeux, je l'ai trouvé très direct. J'ai pu sonder une partie de son âme. C'est un homme très attaché à son pays et aux intérêts de son pays. Et Bush a prononcé cette phrase. J'ai regardé cet homme dans les yeux. J'ai pu sonder une partie de son âme. Et nous avons fait... Ouh là là. Et Condi a laissé apparaître un malaise, une toute petite réaction très brève. À cet instant, Poutine a conquis le président américain. Il a appris à ne rien révéler des tréfonds de son âme. Enfin, s'il en a une. Toute sa vie, il a caché qui il était vraiment aux dirigeants occidentaux. L'Ouest reste l'ennemi. Et l'Amérique, qui est championne de l'Occident, reste l'ennemi numéro 1. Bientôt, une raison supplémentaire pour Poutine d'en vouloir aux États-Unis. La guerre d'Irak. La chute d'un régime provoqué par l'Amérique. La guerre en Irak a joué un rôle majeur. Ça a été un tournant. Elle a créé un point de rupture dans la relation entre Poutine et le président Bush. Pour Poutine, c'est comme un rappel des derniers jours de l'Union soviétique. The tyrant has fallen and Iraq is free. And everywhere that freedom stirs, let tyrants fear. Ce qui s'est passé en Irak a été interprété de la manière suivante. Regardez, ils viendront, ils feront tomber le gouvernement, ils n'hésiteront pas. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il envisage le monde. Il est de notre responsabilité de porter ces combats pour la liberté. C'est aussi notre honneur. Bush décrète l'agenda de la liberté, un plan pour exporter la démocratie américaine partout dans le monde. Poutine, lui, y voit une menace directe contre son propre projet, la restauration de la grandeur russe. Vladimir Poutine en a conclu que les États-Unis, chaque fois que cela serait possible, utiliseraient leur pouvoir pour faire tomber les dirigeants qui ne seraient pas d'accord avec eux. Et de son point de vue, c'est une menace existentielle. Avec Bush, cette menace s'étend à la propre arrière-cour de Poutine. Soulèvement populaire dans les anciennes républiques soviétiques. Bush really believes that democracy can be planted almost anywhere. Americans respect your courageous choice for liberty. The American people will stand with you. Poutine en a conclu que les États-Unis et nos services de renseignement orchestraient un plan pour entourer la Russie de régimes anti-russes. Pour Poutine, c'en est trop. Il va contre-attaquer. À Munich, en Allemagne, il lance un avertissement à l'Amérique et au monde.
Et le voilà qui arrive à la conférence sur la sécurité, où il vient dire en gros « Je ne mâche pas mes mots, n'est-ce pas? Je peux vous dire ce que je pense », avant de contre-attaquer et de faire la liste de tous ses griefs. Tout d'abord un pays, les États-Unis, sort de ses frontières nationales dans tous les domaines, économiques, politiques, humanitaires, pour s'imposer face aux autres nations. Eh bien, je vous le demande, qui aimerait cela? Qui aimerait cela? J'ai pris une claque en pleine figure. Il y allait au lance-flammes. Et je me suis dit, ça, c'est le vrai Poutine. Et cela, bien sûr, est extrêmement dangereux. Plus personne ne se sent en sécurité. Et j'insiste là-dessus, plus personne ne se sent en sécurité. Putin echoed Cold War rhetoric by accusing the U.S. of making the world unsafe. Premier Vladimir Putin let no doubt who he sees as responsible for the current global crisis. Dans ce discours, Poutine donne un cap très clair et il prévient « Fini d'essayer, on arrête avec vous. Nous allons construire notre propre monde dans lequel nous aurons le pouvoir. » It's one of Putin's harshest attacks on America in his 7-year term. Après ce discours, on a vu les premiers bombardiers nucléaires russes, des cyberattaques dévastatrices en Estonie en 2007. Autant de signes d'une forme d'assurance russe que nous n'avions pas vu jusque-là. Nous n'avions pas forcément compris que c'est en 2007 qu'il a commencé à vouloir que la progression démocratique cesse. The leaders of NATO begin a 2-day summit today. It's been 6 years since the establishment of the NATO-Russia Council. Mais Bush ignore l'avertissement de Poutine. Encourageant la Géorgie et l'Ukraine, deux anciennes républiques soviétiques, à rejoindre l'OTAN, au risque d'aggraver les tensions. We must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO. Les Russes s'inquiétaient beaucoup de ces mains tendues de l'administration Bush vers l'Ukraine et la Géorgie pour leur ouvrir les portes de l'OTAN. Il s'agissait pour eux d'une très grosse ligne rouge. Poutine se précipite alors à Bucarest pour confronter Bush. Il y a ce moment incroyable. Poutine arrive tôt et débarque en plein milieu du dîner de l'OTAN. C'était vraiment le loup dans la bergerie. Il venait sous leur nez les mettre face à ce qu'ils avaient fait. Lors d'une réunion en tête-à-tête avec Bush, Poutine enfonce le clou. La Géorgie et surtout l'Ukraine, c'est sa sphère d'influence. Il s'est penché vers lui et lui a dit « L'Ukraine n'est pas un pays. » Il n'avait aucun respect pour la souveraineté des Ukrainiens. On aurait dû le comprendre tout de suite. Sans doute n'a-t-on pas voulu le voir, mais la direction qu'il était en train de prendre était très claire. Poutine est encore plus clair. Il n'acceptera pas le plan de Bush pour la Géorgie et l'Ukraine. Il agitait le chiffon rouge devant le taureau. La Russie s'est sentie provoquée. Et ça l'a mise très en colère. Et 4 mois plus tard, Poutine attaque la Géorgie. Les Russes s'étaient préparés et avaient sans doute envie d'aller attaquer la Géorgie. Le message aux Géorgiens, entre autres, c'était « Voilà ce qu'il en coûte de trop se rapprocher de l'OTAN ». Poutine s'empare de 13 000 km² du territoire géorgien. Pour Poutine, il ne s'agissait pas simplement de la Géorgie. Il s'agissait aussi de l'Ukraine. Il s'agissait de ce qu'il imaginait d'un élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Lorsque la guerre éclate, Vladimir Poutine et George Bush se retrouvent à Pékin à l'ouverture des Jeux Olympiques. Bush s'est retrouvé aux Jeux Olympiques assis à la même rangée que Poutine.
Sa femme Laura et le roi du Cambodge lui ont cédé leur place pour qu'il puisse s'asseoir à côté de lui et pour qu'il puisse lui parler. Il savait que les caméras étaient braquées sur lui, donc il n'a pas voulu que cela tourne à la confrontation. Mais il dit à Poutine, « Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas ou quoi? Tu ne peux pas faire ça. » Et Poutine lui dit clairement de s'occuper de ses oignons. Le président américain, qui prétendait avoir percé l'âme de Poutine, est maintenant obligé de réviser son jugement. Je me souviens de cette phrase du président. Je ne sais pas comment on l'a perdu. Poutine était en train de changer de direction. Et dans l'esprit de Bush, il n'y avait pas grand espoir que l'administration puisse le remettre sur les rails. Au terme de sa présidence, Bush laissera le conflit avec Poutine en héritage à son successeur. Ils ont laissé Vladimir Poutine s'en tirer avec la Géorgie. Et avec du recul, Poutine pouvait prendre ce message comme un blanc-seing pour utiliser la force militaire et remplir ses objectifs politiques hors des frontières de la Russie. L'Occident s'en plaindrait, lui ferait la morale, mais à la fin le laisserait faire. C'est un message terrible. Et je pense que c'est là que s'écrit le prologue du désastre ukrainien. All Americans can celebrate, red or blue, black or white. First African-American president of the United States. President Obama is set to land in Russia. Moins d'un an plus tard, Vladimir Poutine se retrouve face à un Barack Obama fraîchement élu et prend la mesure de son troisième président américain. Je me souviens de leur première rencontre en juillet 2006 dans la datcha de Poutine qui se trouve aux abords de Moscou. Ils sont si différents. À la première question d'Obama, une dizaine de secondes, Poutine a répondu par un monologue de 45 minutes. Poutine est incroyablement calme, factuel. Il ne se disperse pas. Il peut dire les choses brutalement, mais il le fait très calmement. Malheureusement, il ne profère que contre-vérité sur contre-vérité. Il tente de désinformer, mais il le fait aussi naturellement qu'il respire. Il était très clair que Poutine ne le respectait pas. Cela l'a sans doute surpris que les États-Unis élisent un président noir. Je pense vraiment que cela l'a surpris. Et qui sait, il doit bien y avoir quelque chose de l'ordre du racisme qui l'a conduit à penser qu'Obama n'était pas son égal. Et qu'il ne méritait pas d'être traité comme son égal. En quittant la Russie, l'Américain a déjà décidé de la manière dont il traiterait le problème Poutine. Putin gave him an hour-long lecture, and I don't think Obama likes to be lectured. That was a real clash of the egos there. President Obama has gotten to Moscow, and Putin is not buying it, and Putin is still in charge. Il se décharge du dossier Poutine sur son vice-président, Joe Biden. Biden rigolait parfois en disant que son job de vice-président consistait à faire ce qu'Obama ne voulait pas faire, et cela concernait aussi le dossier russe. Et voilà comment Joe Biden, qui maîtrise la question russe depuis 1973, rentre dans le jeu. Ils ont dit, voilà Joe, ça c'est votre problème. Sénateur pendant 40 ans et président de la Commission des Relations étrangères, Biden, comme Poutine, a été façonné par la guerre froide. Pour ma part, je ne fais pas confiance aux Soviétiques. Je ne crois pas qu'ils puissent faire autre chose que ce qu'ils veulent. Il le voyait exactement de la même manière que les autres dirigeants autoritaires. Pour lui, ce n'étaient que des voyous. I caution against being excessively optimistic about Mr. Putin and his intentions. Désormais vice-président, Biden se rend à Moscou pour rencontrer Poutine. Devant les caméras, les deux hommes sont tout sourire. Mais hors champ, les choses sont bien différentes. Poutine est combatif. Biden méfiant.
C'est une rencontre fondatrice parce qu'ils ont construit toute une mythologie autour d'elle. Ces deux hommes qui s'affrontent, ce sont déjà les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Biden reviendra sur cet épisode dans son autobiographie. It was long and contentious. Putin was ice-cold calm throughout, but argumentative from the start to finish. J'étais là avec celui qui n'était encore que le vice-président Biden. Et son message était « Pas d'enfantillage. Nous devons nous parler clairement, en toute franchise. » I'm looking into your eyes, I told him, smiling. I don't think you have a soul. He looked at me for a second and smiled back. We understand each other, he said. And we did. Lorsque Biden m'a raconté cela, je n'en avais jamais eu vent et ma première réaction était de lui dire « On dirait une réplique de film. Cela s'est vraiment passé comme ça ?» Et il m'a répondu « Absolument, absolument. Voilà qui il est. » Biden n'en a pas fini. Devant des étudiants, il exhorte le peuple russe à tenir tête au régime de Poutine. Les Russes veulent vivre dans un pays qui combat la corruption. Donc je vous appelle, vous, les étudiants qui sont ici, ne transigez pas avec les fondamentaux de la démocratie. Ne signez pas de pacte avec le diable. Poutine a vu cela comme une menace. Ce président américain qui va s'adresser aux étudiants, les inciter à défendre la démocratie. Pour qui tu te prends en venant ici, en y semant le trouble? Poutine prend cela comme une attaque. Plus tard, cette année-là, des manifestants se rassemblent devant le Kremlin. Des centaines de milliers de personnes sont dans les rues et crient « Fini Poutine !» Pour lui, ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Les manifestants le ciblaient. Il a été pris de court par la force de cette opposition. Et il lui fallait trouver des responsables. Et les responsables, c'était nous. Poutine réagit d'une main de fer. The arrests appear to be part of a broad and deliberate crackdown. Questions about justice in Vladimir Putin's Russia. Ils ont commencé à lancer une série d'arrestations, de placements en détention, d'actions contre les leaders de l'opposition, de persécutions dans les médias. Puis ils se sont mis à persécuter des centaines, voire des milliers de personnes dans le pays. De nombreux opposants choisissent de quitter la Russie. D'autres meurent mystérieusement. Vladimir Karamurza manque de mourir 2 fois empoisonné. Le taux de mortalité a fortement grimpé ces dernières années chez celles et ceux qui ont tourné le dos au Kremlin. Les journalistes indépendants, les militants anticorruption, les opposants. Beaucoup sont morts, certains dans des circonstances inexpliquées, d'autres assassinés. L'offensive de Poutine déborde des frontières de la Russie et s'étend au territoire ukrainien de la Crimée. Sa campagne commence avec l'envoi de soldats russes banalisés. Ils ont envoyé ce qu'on a appelé les petits hommes verts. Très clairement, avec leur comportement, leurs armes, c'était des militaires professionnels russes. Mais sans insigne. Cette invasion, l'arrivée des petits hommes verts, envoyés incognito dans un pays, la Crimée, c'était choquant. Cela n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fois la Crimée occupée, Poutine déclare qu'elle fait désormais partie de la Russie. Et il ne s'arrête pas là. Il ouvre un autre front dans l'est de l'Ukraine.
Là, il a utilisé une autre forme de tromperie. Il n'a pas envoyé l'armée régulière, mais des mercenaires recrutés pour cela. Et Poutine a pu affirmer « les forces ne sont pas engagées dans cette guerre ». Même si en réalité, il tirait les ficelles en coulisses. Ukraine crisis looks pretty similar to World War II. We are seeing a very gross violation of international law. Ce n'était que le début de ce qui allait devenir l'obsession de Poutine, s'emparer de la totalité de l'Ukraine. The humanitarian crisis in Ukraine is getting worse and worse. Frightened residents have been warned to stay indoors. Il s'est senti pousser des ailes, puisqu'il a pu faire ce qu'il avait voulu en Géorgie et que personne n'a rien fait pour l'arrêter. An average of 36 people a day were killed in the conflict. Et il a pris le pari qu'en Ukraine, les Occidentaux ne feraient pas grand-chose. Les Occidentaux vont se faire entendre, mais ils ne vont rien faire de concret. And rekindled fears about Russia's intentions in regard to its neighbors. A sovereign nation is invaded by another country. That kind of aggression is not something we should tolerate anywhere in the world. À la Maison-Blanche, le président Obama peine à trouver la bonne réponse. Comment voulez-vous faire pour dissuader quelqu'un qui nie l'évidence? Comment voulez-vous faire quand l'autre partie dit « je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, nous n'avons rien à voir avec ça ». Au téléphone, Obama confronte Poutine à propos de ses forces en Ukraine. Anthony Blinken était présent dans le bureau ovale lors de ces appels. Poutine a nié leur présence. C'était frappant. Il mentait sans vergogne sur la présence de la Russie en Ukraine. Et Obama lui disait « Vladimir, nous ne sommes pas aveugles, nous avons les yeux grands ouverts, nous les voyons. » Et Poutine poursuivait comme si de rien n'était. Au sein de l'administration, le vice-président Biden plaide pour une réponse ferme. Biden savait qu'en l'espèce, Poutine se comportait comme un tyran et qu'il allait continuer à le faire. Le patron de la CIA, John Brennan, est aussi partisan de la fermeté. Les tyrans veulent vous intimider et ils avancent tant qu'ils ne se sont pas pris un coup sur la tête. Poutine aurait vraiment eu besoin de prendre un sale coup. Des responsables du Pentagone et du département d'État soutiennent Biden. Ils veulent armer l'Ukraine avec des missiles anti-char Javelin. Tout le monde disait « Vous devriez aider militairement l'Ukraine et il faudrait se dresser contre la Russie. » Poutine ne comprend pas le message, mais Obama ne l'a pas fait. Biden a perdu la partie. Plutôt que des armes, Obama opte pour des sanctions. Si l'on se place du point de vue d'Obama, il considérait qu'il n'avait pas été élu pour se concentrer sur la Russie et l'Ukraine. Et là, vous avez face à vous votre vice-président qui vous casse les pieds pour vous demander d'être très clair et de dire que l'agression russe n'est pas acceptable. Et je pense qu'une partie de lui a regardé cela et s'est dit « Désolé, mais ce n'est pas la priorité numéro 1 pour nous. » Être en capacité d'envahir un pays comme l'Ukraine et ne déclencher que des réactions minimales, cela a pu servir de modèle à Poutine. Bien sûr qu'il va se baser sur ce modèle. Et ce qu'il va retenir, c'est « nous pouvons faire cela si c'est bien préparé ». Ce n'est pas vraiment le message qu'on aurait dû lui envoyer à l'époque. À présent qu'il a testé la détermination des États-Unis, Poutine sait qu'il peut aller encore plus loin. Frapper la démocratie américaine au cœur, en s'immisçant dans l'élection présidentielle de 2016. Il y avait deux objectifs. Discréditer le processus électoral et la présidence pour neutraliser les États-Unis. Ternir leur image de chef de file du monde démocratique, du monde libre, de l'Occident. La nouvelle cible de Poutine, c'est Washington, la capitale américaine. Des hackers russes forcent les serveurs informatiques du Parti démocrate. Des fuites d'emails torpillent la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. C'est l'attaque la plus agressive, la plus directe, la plus assurée jamais menée par les Russes dans toute l'histoire électorale. Et sa particularité, c'était la diversité des outils mis en place.
Une vaste opération de désinformation, faux profils conçus pour ressembler à des Américains, trolls pro-russes, robots automatisés sur Twitter, publicités ciblées sur Facebook et Google. Tout est fait pour affaiblir Clinton et aider son rival, Donald Trump. Ce que Poutine a vu chez Trump, c'est un penchant autoritaire, un recul de la protection des droits humains, et il a entendu dire qu'il voulait avoir des relations plus positives avec la Russie. Qu'est-ce qui aurait pu lui déplaire? Il était un petit peu comme l'un des siens. Au soir des élections, Trump l'emporte. L'autre vainqueur, c'est Poutine. Le président Poutine m'a très gentiment appelé pour me féliciter pour mon élection. Poutine a eu le sentiment de gagner. Non seulement son candidat avait été élu, mais il avait aussi déstabilisé les Américains et leur foi dans la démocratie. Les mettant dos à dos, les montant les uns contre les autres, trop distraits par cela pour constituer une menace pour lui sur la scène mondiale. Pour la 4e fois, Vladimir Poutine se trouve face à un nouveau président américain. Vladimir Poutine est le plus réaliste et le plus impitoyable de tous les dirigeants que j'ai jamais rencontrés. Il sait exactement ce qu'il pense devoir faire dans l'intérêt de la Russie et il poursuit ce but sans relâche. Sur les images de la rencontre entre le président Trump et Vladimir Poutine, on les voit assis l'un à côté de l'autre. Le président Trump donne le sentiment qu'il veut vraiment tirer quelque chose de ce rendez-vous. Tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour cette très bonne Coupe du Monde. Et Vladimir Poutine s'est enfoncé dans son siège sans un sourire. Il ne semblait pas passer un très bon moment. Bien s'entendre avec la Russie, c'est une bonne chose, pas une mauvaise. Ça saute aux yeux. Avec Trump, Poutine a affaire à un président américain très différent. Faire face à Trump, c'est comme avoir une autoroute devant soi, sans aucune voiture. Trump n'a jamais compris cela. Il n'avait pas compris quel jeu jouait Poutine. Je pense que Poutine prenait Trump pour un imbécile, facile à manipuler. Une fois les caméras congédiées, les deux hommes passent 2 heures en tête-à-tête, sans leur conseiller. Poutine n'avait pas besoin de l'aide des psychologues du KGB pour savoir comment s'y prendre avec Trump. Il lisait en lui. Il savait le flatter. Il savait très bien comment se jouer de lui. Puis, de retour devant les journalistes, Trump provoque la stupeur. Le président Poutine dément toute intervention dans le processus électoral de 2016. Toutes les agences de renseignement américaines disent le contraire. Ma première question, monsieur, est la suivante. Qui croyez-vous? Qui croyez-vous? C'est la façon la plus claire de poser la question au président. Mes équipes sont venues me voir. Dan Coast est venu me voir et quelques autres aussi. Ils ont dit qu'ils pensaient que c'était la Russie. Le président Poutine vient de me dire que ce n'était pas la Russie. Je vais donc vous dire ceci, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. J'étais éberlué, comme tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Nous n'arrivions pas à y croire. Je peux vous dire que le président Poutine a mis beaucoup de conviction dans sa dénégation. Tous ceux qui étaient là ont vu comment Poutine avait retourné Trump. Pour lui, c'était un homme crédule, bête et facilement manipulable, et qui ne faisait au fond que se gargariser de sa propre importance.
extraordinary moment in American history, something I thought I would never see. It's a disgraceful play by the President of the United States as he stood by Vladimir Putin. De retour à Washington, les commentateurs évoquent une bromance, une amitié virile. À ce moment-là, Trump a un peu été le bras droit de Poutine pour les questions internationales. President Trump on the attack, asking, what good is NATO? Once again, questioning the entire point to one of America's oldest alliances. Et Trump reprend comme en écho les arguments de Poutine concernant l'Ukraine. Il affirmait que l'Ukraine était un pays extrêmement corrompu. La Crimée est russe. Tout le monde y parle russe et veut rejoindre la Fédération de Russie. Donald Trump parroting Vladimir Putin, saying that Ukraine is not even a real country. D'où tient-il cela? Il le tient de Poutine. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu. C'était tellement facile. Trump suggested it's pointless to continue punishing Russia. Il obtient à peu près tout ce qu'il veut de Trump. Une claque pour l'OTAN, l'humiliation de nos meilleurs alliés. Le nombre de cases cochées s'allonge et s'allonge. Poutine a donc dû parier sur une réélection de Trump avec l'espoir de faire ce qu'il voulait avec l'OTAN, avec l'Ukraine, sans avoir à rentrer en guerre. Mais Trump échoue à se faire réélire. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden et le nouveau président Joseph Robinette Biden. Oui, nous avons remporté cette élection. Fait face au chaos que Poutine a contribué à fomenter en Amérique. Une Amérique divisée. Des violences. Jusqu'à l'insurrection. Personne n'a savouré plus que les Russes ce qui s'est passé le 6 janvier. Trump leur a offert 4 ans, ce qui était déjà un beau cadeau. Mais le 6, c'était la cerise sur le gâteau. Le 6 janvier a conduit à la guerre en Ukraine, car l'Amérique n'était plus seulement discréditée, elle semblait faible. Mais voilà qu'à Genève, Vladimir Poutine retrouve son vieil ennemi, à présent président des États-Unis. Quand Poutine regarde Biden, il se dit « Ce président est faible, il n'a pas le soutien sans faille de son peuple. » Son peuple est divisé, il y a quelques mois, il attaquait le Capitole. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tenir Biden à distance pour continuer à rassembler les pièces du puzzle qu'il était en train d'assembler. Ce sont des enfants de la guerre froide et ils voient leurs relations et celles de leur pays à travers ce prisme. Biden voyait en Poutine ce qu'il est, un KGBiste revanchard qui voulait restaurer l'Empire russe. Je me souviens de ce que disait leur langage corporel. C'était glacial. Ces deux-là ne s'aimaient clairement pas. Anthony Blinken, désormais secrétaire d'État, est encore là. C'était très pro, très direct. Mais il était évident que nous avions nos différences. Le président a insisté sur le fait que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et le président Poutine a fait de même. La priorité absolue pour Biden, dissuader Poutine d'agir en Ukraine. Le président Biden a clairement rappelé au président Poutine notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine, de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Ils voulaient mettre Poutine sur le bas-côté. Mais Poutine n'était pas de cet avis. Il voulait être le sujet de préoccupation numéro 1 pour tout le monde, mais surtout la priorité absolue, la plus grande menace, le plus gros problème qu'avait jamais rencontré la Maison-Blanche.
Poutine a déjà commencé à préparer l'invasion de l'Ukraine. Et les forces russes ont commencé à se positionner aux frontières de l'Ukraine. Et pas seulement à l'est, mais le long de ces 3 frontières. La frontière avec la Biélorussie, la frontière avec la Russie, la frontière avec la Crimée occupée. À la Maison-Blanche, réunion de crise. Biden se voit communiquer des informations secrètes sur les plans de Poutine. Et nous avions atteint ce point précis, ce moment où se combinait ce que nous pouvions voir des forces russes à la frontière, les informations que nous avions, qui nous ont permis de voir quel était le plan des Russes. C'est là que nous avons vu arriver l'orage et la foudre qui allait frapper l'Ukraine. Une fois de plus, un président américain doit prendre une décision cruciale sur la manière de traiter avec Poutine. Si on laisse la Russie faire cela, si la Russie s'engouffre partout, en Ukraine, et s'en empare, cela remet en cause l'ordre mondial que nous connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le défi était immense, et il l'est toujours. Lors d'une visioconférence avec Poutine, Biden l'exhorte à faire machine arrière. Voilà ce qu'il lui a dit. Pour commencer, nous voyons ce que vous faites, ce que vous préparez, ce que vous mijotez. Et si vous continuez dans cette voie, gardez bien en tête que le prix à payer pour la Russie sera très lourd. Et vous devez savoir que je pense vraiment ce que je dis. La réponse de Poutine, celle de toujours, le déni. Il nie toute attaque imminente de l'Ukraine. Il dit que ce n'est pas ce qu'il est en train de préparer. Mais comme nous savions à qui nous avions affaire et des renseignements très pointus, nous savions en temps réel quand Poutine disait le contraire de ce qu'il faisait. Poutine ignore Biden et pousse ses plans d'invasion. Vladimir Poutine connaît assez bien les difficultés qu'ont les Occidentaux pour franchir le pas. Il savait que quand le président Biden disait « Ne faites pas ça, vous allez en payer le prix », il savait qu'il n'allait rien se passer. Depuis 20 ans, Vladimir Poutine défie les présidents américains en envahissant la Géorgie, en s'emparant de la Crimée, en s'ingérant dans une élection présidentielle. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il a pris le pari que Biden n'arriverait pas à rassembler derrière lui un groupe de pays qui soutiendraient l'Ukraine. Et que quand bien même il le ferait, cela ne durerait pas. 30 ans après la chute de l'Union soviétique, Vladimir Poutine mène désormais une guerre totale pour restaurer l'Empire russe. Принято решение о проведении специальной военной операции. Apocalyptic scenes on the outskirts of the capital city. A non-stop onslaught over the last 24 hours with mass casualties. Tens of thousands of civilians trapped in cities under near constant Russian shell fire. Poutine veut prendre l'Ukraine. Il veut créer ce super État slave avec Moscou comme capitale. Il veut prendre l'Ukraine. Il pense que ça n'est pas vraiment un pays. Et je ne sais pas comment on négocie avec quelqu'un qui n'a d'autre but que prendre l'Ukraine. On ne peut pas tendre la main à quelqu'un dans cet esprit. Ukraine is calling this a full-scale invasion. Biggest war in Europe since World War II. The world is waiting to see just how far Putin's 190,000 troops will go into the country of Ukraine. Will he stop? Alors que la bataille fait rage, Biden choisit d'aller plus loin que n'importe quel président avant lui, en fournissant des armes et des renseignements à l'Ukraine pour l'aider à combattre Poutine. Les États-Unis ont décidé de s'opposer au conflit. Le coût du soutien militaire à l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe est énorme. C'est clairement pas ce à quoi s'attendait Vladimir Poutine.
The US and NATO allies are working quickly to arm Ukraine. Russian forces caught off guard, apparently in disarray. Russia thought the invasion would be over swiftly. That was before their jets were plummeting from Ukrainian skies. Il a très clairement mal évalué la capacité militaire russe, la capacité militaire ukrainienne et la volonté féroce du peuple ukrainien de se battre pour son indépendance. C'était une erreur napoléonienne. Ukraine's president remains defiant. Ukraine's resolve has shocked the world and frustrated the Russians. Putin is facing the embarrassment of this offensive not necessarily being pulled off as smoothly. Mais alors même que son armée essuie revers sur revers, Poutine décide de doubler la mise. Coming out of Russia, where Vladimir Putin is preparing for a longer and more intense war on Ukraine. En mobilisant plus de troupes. President Putin suddenly announcing he would call up 300,000 men for military service. En lançant une guerre économique. No gas, no oil, nothing, he said, over a long winter. En agitant le spectre de l'anéantissement nucléaire. Now threatening to use nuclear weapons, and Putin says, I'm not bluffing. C'est très inquiétant, car nous avons vu Vladimir Poutine doubler, puis tripler la mise. Avec la mobilisation, avec l'annexion supposée de territoires ukrainiens, en invoquant les armes nucléaires. C'est la preuve que tout cela va malheureusement durer. Vladimir Poutine, l'ancien agent du KGB, acharné à reconstruire l'Empire russe, même au prix de son isolement sur la scène mondiale. Toi aujourd'hui son 5e président américain, le mettant au défi de s'engager plus avant. Poutine joue l'escalade avec l'Occident. En le coupant de ses ressources énergétiques, en brandissant la menace nucléaire, l'objectif étant notamment de saper la détermination des Occidentaux et de faire en sorte qu'ils veuillent en sortir au plus vite. Il espère faire pression sur les Alliés pour qu'ils reculent. Putin is counting on the fact that the Western powers are just going to lose interest in Ukraine. How much longer the United States can continue to help bankroll this war? Will Ukraine ultimately be left to fight this war on its own?